Bonjour et bienvenue sur ce premier webinaire consacré à la centrale photovoltaïque de Bourgneuf-en-Mauges. Le projet mené avec Mauges Communauté, Alter Énergie et puis Vendée Énergie. On va y revenir un petit peu plus tard. On va simplement faire un petit tour des personnes du collectif ECLEM. Je vais commencer par moi. Donc, moi, c'est Cédric Gélineau. Je suis au sein du collectif depuis 2 ans. Et je vais passer la main à Valérie. Bonjour, Valérie Vion. J'ai intégré le collectif ECLEM depuis peu, depuis la rentrée, le mois de septembre. Je passe la parole à Adèle. Bonjour, Adèle Vallée, j'habite à la Jubaudière et je suis dans le collectif ECLEM depuis les débuts, en 2018. Je passe la parole à Emmanuel. Bonsoir, moi c'est Emmanuel. Je suis dans le collectif depuis l'avant-début, en fait. Je suis au même titre que d'ailleurs Cédric, Adèle et Gérard, coprésidents de l'association depuis qu'elle est créée le 3 juillet dernier. Voilà, Gérard justement. Bonjour, moi c'est Gérard Tanceau de la Pommeraye. Je suis dans le collectif depuis le début et l'association maintenant. Je suis membre du COPIL, comme l'a dit Emmanuel, et donc je participe un peu aux activités des CLEM. Il y a Jacques qui est pas loin. Jacques, tu peux te présenter aussi? Bonjour, Jacques Rétoré, je suis de Bourgneuf-en-Mauges, je fais partie du groupe ECLEM depuis le début de l'année. Eh bien, c'est parfait. Je pense qu'on a fait le tour du collectif. Gérard, je te laisse la main. Oui. Donc, moi, je vais vous parler de la création du groupe ECLEM, du collectif ECLEM, puis de l'association Énergie citoyenne Loire-et-Mauges. Le collectif a été créé, tu peux changer, Emmanuel, non, Cédric, je veux dire. Le collectif a été créé donc en octobre 2018. On était à l'époque un groupe d'une dizaine de citoyens qui ont parlé de travailler pour la transition énergétique. Les motivations du groupe au départ, ça a été de lutter un peu contre la crise de l'énergie. On était sensible au réchauffement climatique. On avait besoin de parler d'une planète plus propre pour nos générations futures et on voulait agir par des actions individuelles ensemble pour consommer plus sobrement ou investir dans des unités de production d'énergie renouvelable. On voulait que les citoyens se réapproprient leur avenir énergétique et donc on voulait que la transition énergétique soit une opportunité et on voulait être acteur de cette transition et du changement. On avait l'exemple d'autres groupes autour de nous, que ce soit Touvran et Ola. Les 4 grands mots du collectif, c'était les mêmes que ceux d'énergie partagée. On a un peu copié, c'est vrai, à savoir un ancrage local, une finalité non spéculative, une gouvernance démocratique et une exigence écologique. On était aussi attiré par la démarche des gigawatts qu'on avait d'abord suivi dans des conférences, enfin, pour vous laisser bien un moment. La démarche des gigawatts étant de non seulement produire des énergies renouvelables, comme le montre le bas du petit schéma, on voulait aussi une efficacité énergétique et surtout une sobriété énergétique. Les trois sont nos fondements du collectif, étaient les fondements du collectif. Pour l'instant, on en reparlera tout à l'heure, on s'est occupé beaucoup des renouvelables, mais on pense bien, on a toujours dans la tête de parler d'efficacité et de sobriété. Cédric. Si tu veux dire un mot, Cédric, n'oublie pas d'activer ton micro.
Non, dans l'autre sens. Exact, merci. Oui, on ne t'entend pas. Pardon, je parlais et je n'avais pas vu qu'en effet, on avait coupé mon micro. La sobriété, donc, faut préciser juste sur la sobriété et l'efficacité, la différence, bien préciser que l'efficacité, c'est, on a toujours une machine à laver, mais c'est améliorer et prendre quelque chose qui sera avec une catégorie bien meilleure. La sobriété, c'est vraiment se dire, si j'ai pas besoin de ça, ça, je peux faire autrement et pas utiliser d'énergie pour cela. Donc, c'est diminuer ses consommations et enlever, par exemple, sa box qui tourne la nuit alors qu'on sait très bien qu'on n'en a pas besoin. Là, ça, c'est de la sobriété. L'efficacité, c'est vraiment l'efficacité de l'appareillage, de pouvoir sa classification ou l'amélioration en tout cas, tout en gardant le même besoin. Voilà. Je te relaisse la main, Gérard. Pardon. Oui. Ça, c'est donc cette diapo, c'est les valeurs qu'on avait écrites, qu'on a mis par écrit à une réunion. On avait dit qu'est-ce qu'on veut pour Eclem. Alors, tous ces mots sont importants, c'est vrai. On avait parlé de démocratie, des collectifs citoyens, convivialité. On ne voulait pas non plus être dans les choses un peu trop figées, solidarité, énergie, partage, transition locale, un peu de plaisir aussi, responsable tous et durable, sobriété. C'est ce qu'on avait écrit comme mot à une réunion pour définir nos valeurs. Vas-y. Alors bon, le collectif a duré pendant 2-3 ans maintenant. Il a été un peu retardé, enfin la création de l'association a été un peu retardée par l'urgence, enfin du moins les problèmes de Covid. Par contre, on a réussi à faire une assemblée générale constitutive le 3 juillet 2021 en même temps que l'inauguration de notre premier projet. Donc ça, on est maintenant une association loi 1901 avec des statuts, règlements intérieurs, etc., etc. Vas-y. Le premier projet, justement, qu'on a vu en photo un peu avant, c'était ce qui nous a été proposé par Alice Atelier, une entreprise d'insertion de la Pommeraye, qui avait construit une extension, voulait construire une extension, et puis se disait, pour plein sud en plus, et se disait pourquoi pas mettre des panneaux solaires, mais les moyens de l'association ne le permettaient pas. Donc, ils ont tout de suite pensé à Eclem qui venait de se créer, au collectif qui venait de se créer. On a été pratiquement obligés de s'y lancer quand même, nous, et on l'a fait de gaieté de cœur aussi. Donc, ce premier projet, c'est sur une toiture qui a été rajoutée, celle que vous voyez, 400 mètres carrés de surface, une puissance de 72 kW crête. On a fait le financement de citoyens jusqu'à 31 000, c'était 30 000, on a été à 31 600 euros. Et maintenant, depuis octobre, les panneaux sont en service et produisent de l'énergie. Voilà pour la création de l'association. Si vous avez des choses à demander, vous pouvez toujours poser des questions. S'il y en a qui ont des questions, ouais, n'hésitez pas à activer le micro. Ça a l'air d'être bon. Donc, on continue donc sur le projet donc, qui nous réunit aujourd'hui, puisque c'est le deuxième projet donc, d'Eclem. Il y a tout juste un an, on avait Moche Communauté qui s'approchait de nous pour nous dire on a un projet, on mène un projet de notre côté et on voudrait qu'il y ait une part de citoyens donc, avec nous sur ce projet et qui puissent venir autour de la table avec nous. Donc, on a commencé à regarder un peu le projet. Et ce projet, c'est finalement sur l'ancien centre d'enfouissement
de Bourgneuf-en-Mauges. Donc, on y enfouissait des déchets ménagers. C'est un centre. Alors, je vais peut-être autrement laisser Jacques, qui connaît bien l'endroit, nous présenter peut-être le projet. Jacques, est-ce que tu peux… Ouais, ça peut le faire. En fait, c'est une unité de tri mécanobiologique et c'était les refus de compostage de l'usine qui étaient enfouis dans ce centre. Ce que vous voyez là sur la photo, c'est l'usine qui est en bas avec le petit point rouge et le centre d'enfouissement, le site d'enfouissement, c'est la partie qui est un petit peu plus haut. On le verra de manière un petit peu plus précise sur la photo d'après. Donc, Valor 3E, qui est le propriétaire du site et l'exploitant, a décidé d'arrêter d'enfouir les déchets. Donc, ça devenait une friche où rien n'est possible en termes d'agriculture. C'est important de le préciser parce qu'il est hors de question de geler des terres agricoles pour faire du photovoltaïque. Donc, Valor 3E avait fait toute une recherche dans les années 2005-2010, je ne sais plus, Vincent le saurait mieux que moi, pour éventuellement travailler sur cette piste-là, et ça avait été bloqué par le moratoire à l'époque de Sarkozy, et ça a redémarré en 2015 ou 2016 avec Vendée Énergie qui a interpellé Valor 3E. Et comme Valor 3E n'a pas la compétence dans ce domaine-là, c'est Mauges Communauté qui a pris le relais sur ce système-là. Donc le site là, il est gelé à l'agriculture. Les parties bleues, c'est ce qui seront le parc photovoltaïque. La petite partie jaune au milieu, c'est un casier qui a été en arrêt d'exploitation en 2019, donc aujourd'hui qui n'est pas stabilisé, qui ne permet pas de mettre des panneaux dessus. Et la petite partie verte, c'est une zone humide qui est donc interdite à toute utilisation, qui va rester naturelle. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pour ça qu'on a un peu plus de la moitié du site qui est en exploitation photovoltaïque, mais rien ne dit que la partie jaune, un jour, pourrait l'être quand le sol sera stabilisé. L'unité de tri-compostage en bas fonctionne toujours, c'est toujours en activité. Donc voilà, c'est situé entre Bourgneuf et Saint-Quentin. Bon. Voilà, est-ce qu'il faut en dire plus? C'est bon. J'active mon micro, pardon. Non, 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 merci. Tu as une bonne connaissance du site. Donc, du coup, en effet, sur on peut dire ces deux parties d'installation, on a été donc mettre au sol des panneaux solaires photovoltaïques. Donc, de deux façons, puisque, comme le disait Jacques, ici, on a des déchets et ici, il n'y a pas de déchets en dessous. Donc, on a pu mettre en place des tables comme celle-ci qui permettent de fixer directement les modules dessus et puis d'être fixés donc, au sol pour la partie où il n'y a pas de déchets, donc directement dans des pieux, ou directement lestés, donc avec des gravats, pour pouvoir maintenir les panneaux au sol. Donc, il y a la surface globale du site, donc c'est quasiment 5 hectares. Il y a 25 000 m² qui a été couverte de panneaux solaires photovoltaïques. Comme je disais, donc, chaque table, c'est des tables de 3 ou 2 rangées, 2 lignes, pardon, pour un total en tout donc, de 11 664 modules, pour être précis, et donc une puissance totale. Donc, la puissance, c'est vraiment la capacité au maximum que peut avoir l'installation à fournir d'énergie. Donc, pour un total donc, de 4 900 kW crête. Pour vous donner un petit ordre d'idée aussi, vous pouvez déjà le comparer à votre abonnement électrique qui peut être de 6, 9 ou 12 kW crête. Ça vous donne déjà un ratio sur la capacité. Et puis, au niveau de la production, donc là, la centrale va produire donc 5 369 mégawattheures. Donc, en équivalence, ça fait 1700 foyers hors chauffage ou 1200 foyers donc, avec chauffage. Et bien sûr, le fait qu'on ne consomme pas notre seul
notre seule énergie qu'on consomme, c'est celle du soleil. Donc, on économise également des émissions de gaz, enfin de CO2, donc pour 474 tonnes équivalent pétrole. On parle souvent du photovoltaïque et une grande question qui vient souvent, c'est le recyclage. Donc, au niveau du recyclage, les modules photovoltaïques, aujourd'hui, sont recyclables. Grosso modo, qu'est-ce qu'un module photovoltaïque? Ce sont des cellules qui, à la base, alors si vous voyez ma vidéo, je ne sais pas avec le partage d'écran, mais c'est ce type de minerai donc qu'on appelle du silicium qui est mis en galette. Et ça, on sait le recycler, on sait parfaitement le recycler, ça se refond très facilement, il n'y a pas de souci. Au niveau de la cellule, après, vous allez avoir donc ce qu'on appelle la grille collectrice, qui est la petite chose qui vient chercher l'énergie sur la cellule. C'est un alliage principalement d'argent et d'autres métaux. C'est pareil, on sait le fondre et puis le recycler sans aucun problème. Concernant le module en lui-même, après, derrière, vous allez avoir un vitrage. Donc, le verre, on sait très bien qu'on sait le recycler sans aucun problème aussi. Le cadre, il est en aluminium. Recycler de l'aluminium, ça consomme 10 fois moins d'énergie que d'aller le chercher à l'état de minerai. Et la seule chose qu'on ne va pas recycler réellement dans le module, c'est l'arrière du module. Donc là, ce qu'on pourrait dire un petit peu qui est un peu bleuté derrière, puisque c'est ce qu'on appelle le Tedlar. Donc, c'est un polymère, donc une couche plastique qui vient protéger la cellule et l'encapsuler contre le verre et éviter que la cellule ne soit en contact avec de l'air et de l'eau, puisqu'elle risquerait de s'oxyder. Donc, cet élément-là, pour pouvoir récupérer les cellules et tout récupérer, on est obligé de le brûler. Donc, c'est la seule chose qu'on ne récupère pas sur un module. À l'arrière, vous avez un petit boîtier avec 2-3 composants généralement dedans, mais rien d'électronique. C'est vraiment uniquement du passif. C'est pour que le module fonctionne mieux. Et par rapport au recyclage, les fabricants de modules n'ont pas attendu finalement qu'il y ait une éco-participation comme on peut avoir sur nos machines à laver ou sur nos frigos pour s'organiser. Ils avaient déjà dans un premier temps au sein de leur filière organisé un processus de recyclage, puisque lors de la production des cellules, il y a de la perte, on est obligé de faire de la découpe et du coup, tout ce silicium est directement récupéré du processus de production pour être refondu et réinjecté. Donc, ils avaient déjà des filières de recyclage, je dirais, internes, ce qui avait permis de baisser considérablement les coûts de production déjà. Et c'est des choses qu'on a vu arriver autour des années 2007 oui. Et puis, ils se sont dit, mais tous les modules que l'on produit, nous-mêmes, on sait faire du recyclage, mais il nous faut nous organiser une filière pour récupérer ces modules. Et c'est ce qu'on a appelé PV-Cycle, qui a changé de nom aujourd'hui, qui s'appelle Soren, qui, à chaque module qui sort de la production, un peu comme l'écotaxe, un peu comme l'éco-participation, pardon, il y a une part de financement qui est reversée donc à Soren, qui va permettre d'aller chercher les modules sur le site là où ils étaient installés et puis les envoyer vers un centre qui va permettre le recyclage du module. Où on en est sur ce projet, puisque, comme je vous disais, Moche Communauté est arrivé vers nous il y a à peu près 1 an, mais le projet, Jacques l'a bien dit, il est en route depuis un petit moment. On va le revoir au moment où on parle des acteurs, là, juste après. Mais le projet était déjà
toute la phase de pré-études techniques et études financières avait déjà été faite. On est arrivé pendant le choix des prestataires. Et puis, le financement était déjà aussi bouclé. On est arrivé, nous, on va le voir juste après, pour pouvoir reprendre des parts. Donc là, actuellement, l'installation a débuté en avril. Elle est quasiment terminée. Il manque encore le raccordement du côté d'Enedis, qui nous donne des délais pour janvier actuellement. Donc, pour une mise en service dès le raccordement, donc prévu pour janvier 2022. Et une inauguration officielle certainement au printemps qui suit. Adèle, je te laisse la main. Oui. Alors maintenant, on a vu le côté technique. On va passer à la question du montage juridique et financier. Alors, Eclem n'est pas seul sur le projet. Comme Jacques l'a expliqué tout à l'heure, dans les années 2015-2016, il y a Vendée Énergie qui est venu frapper à la porte de Valor 3E, le propriétaire du site. Alors, Vendée Énergie, c'est ce qu'on appelle une société d'économie mixte, une SEM, qui a été créée à l'initiative du syndicat d'énergie de Vendée. Vous allez me dire, mais pourquoi Vendée Énergie alors qu'on est dans le Maine-et-Loire? Alors, il faut savoir que Vendée Énergie, ils étaient très en avance sur la question du développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, ils exploitent 7 parcs éoliens et une 60aine d'installations photovoltaïques, donc y compris des toitures. Et donc, ils étaient très en avance par rapport à notre territoire sur cette question-là. En 2019, il y a 2 acteurs qui ont rejoint le projet. Mogénergie et Alter Énergie. Alors, Mogénergie, c'est également une société d'économie mixte qui est en fait le bras armé de Moche Communauté pour développer les énergies renouvelables sur le territoire de Moche Communauté. Et Alter Énergie, c'est le petit frère de Vendée Énergie au niveau du département du Maine-et-Loire, donc qui est composé du syndicat d'énergie du Maine-et-Loire et du département du Maine-et-Loire. Et puis, en 2021, il y a Eclem qui apparaît. Et comme vous voyez, Eclem by Coat. Donc ça mérite une explication. On va voir qui est Coat. Donc, Coat, c'est une société citoyenne à fonctionnement coopératif. Comme vous pouvez le voir, on voit la carte des Pays de la Loire. Donc, son action s'étend sur la région des Pays de la Loire. Et pour fonctionner, Coat s'appuie sur des communautés. Donc, les communautés, c'est des groupes de citoyens. Et Eclem, c'est une des communautés Coat. Aujourd'hui, il y a eu une 20aine de communautés Coat. Alors, quel est l'intérêt de Coat? Pourquoi Coat a été créé? Le premier objectif, c'est de mutualiser toutes les démarches techniques, les démarches juridiques et les démarches administratives. Ça veut dire que concrètement, ce n'est pas l'association Eclem qui va signer un bail, qui va signer un emprunt, c'est Coat. Cette mutualisation permet de faire des économies et puis aussi simplifie considérablement tout le côté juridique, administratif qui nécessite beaucoup de temps humain. L'autre intérêt de Coat, c'est la mutualisation entre communautés. Ça permet d'échanger puisque finalement, on porte des projets assez similaires. Donc, il y a des temps de rencontre, des temps d'échange et puis des outils qui sont créés pour s'aider entre communautés, entre communautés qui débutent, qui viennent de se créer, et puis des communautés plus expérimentées. C'est vraiment l'idée de monter en compétences entre citoyens qui, au départ, on n'a pas forcément de compétences dans le sujet. Et petit à petit, on apprend et on apprend beaucoup de choses entre nous. Donc aujourd'hui, il y a 650 associés au sein de Coat, 325 000 € de collectés, 12 projets qui sont en exploitation et 10 qui sont en phase de développement. Donc, je vous ai présenté Coat de manière un peu
institutionnel, on va voir avec une petite vidéo une autre face de Cowatt. Cowatt est une société par action simplifiée de l'économie. Ah non, 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 stop! On va pas vous présenter Cowatt comme ça. On aurait pu, mais on préfère plutôt vous montrer ce visage-là. Parce que Cowatt, c'est bien plus que des panneaux solaires. Ce sont de vraies personnes qui sont derrière ce mouvement et qui le font vivre. Ensemble, elles créent des communautés locales. Elles partent à la recherche de toitures, elles mobilisent les habitants du territoire, elles collectent l'argent nécessaire. Tout ça avec une ambition commune: développer des projets solaires et citoyens sur les pays de la Loire. Une communauté Cowatt ? C'est avant tout des personnes, des échanges, de la transmission de savoir, mais aussi des apéros. Tiens, et si je laissais la parole aux membres des communautés plutôt ? Je m'appelle Sophie Charbonnel. Interview Julien Moreau pour Cowatt. Sophie Adasque. Didier Moreau, interview. Ziad Farhat. Linda. J'ai 56. Alors, ça commence bien. Pour moi, qui ne suis pas spécialement technique et qui ne connais pas vraiment comment ça marche au niveau des panneaux solaires, c'était quand même l'occasion d'apporter ma petite pierre pour aider à mettre en place de l'énergie renouvelable, citoyenne et locale. Lorsqu'on identifie une toiture autour de nous dans une communauté, il faut qu'elle soit bien ensoleillée, éviter les ombrages. Pour s'investir dans un projet Cowatt, il y a différents moyens. Il y a donner du temps, il y a monter un projet, et puis il y a aussi investir de l'argent sonnant et trébuchant. Ce qui me plaît le plus chez Cowatt, c'est que ce soit un mouvement citoyen et qu'on se réapproprie cette question de l'énergie. Pour moi, Cowatt, c'est un petit peu une famille, mais je dirais une famille à énergie positive. On échange beaucoup du coup sur notre consommation d'énergie. Puis aussi quand on se rencontre, j'apporte des petits légumes de ferme du coin puisque je suis en pleine reconversion dans le maraîchage. On a plaisir en fait à être en réunion ensemble. Les gens sont cool. Quand on est bénévole ou investisseur, qu'en fait on devient un membre à part entière de la société Cowatt. On est tous un bout de la société. Et le comprendre, c'est aussi comprendre qu'on a tous une responsabilité et qu'on peut d'une manière ou d'une autre agir pour que cette société, elle se développe. Évidemment, là-dessous, vous vous en doutez, il y a une histoire de lutte contre le réchauffement climatique. Développer des projets solaires citoyens aujourd'hui, c'est agir pour les générations de demain, pour l'environnement dans lequel elles vivront au quotidien. Le soleil, c'est écologique. Et oui, un panneau, ça dure 30 ans et ça peut être recyclé à 95%. Et en plus, c'est une énergie gratuite, locale et inépuisable. Alors, si vous deviez définir Cowatt en un mot, ça serait quoi ? Moi, j'ai pas préparé celle-là. Solidarité. Avenir. Communauté. Concret. Je la refais. Les chats, ça marche. Clap de fin alors. Maintenant, c'est à vous de jouer. Rejoignez une communauté, investissez dans l'énergie solaire et citoyenne ou devenez partenaire de Cowatt. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions par rapport à Cowatt, par rapport à Eclem, c'est le moment. C'est vrai que ce n'est pas forcément simple au début de bien comprendre l'articulation, le fonctionnement, donc il ne faut pas hésiter à poser des questions. On peut continuer du coup, je pense, s'il n'y a pas de questions pour l'instant. Alors, donc on a présenté les 5 acteurs. Comment est-ce qu'ils s'articulent? Donc, pour développer et exploiter le projet de Bourgneuf, il y a une société qui a été créée qui s'appelle Smiley Photo Bourgneuf. Aujourd'hui, qui est-ce qui est dans cette société? C'est Alter Énergie, Mauge Énergie, Vendée Énergie. Alter Énergie et Mauge Énergie détiennent 35% des parts et Vendée Énergie en détient 30%.
Demain, l'idée, c'est que Eclem, via Cowatt, entre dans la gouvernance, dans la société. C'est-à-dire que concrètement, Mogénergie et Alter Energy vont chacun céder 5% de leur part à Cowatt, et donc il y aura 10% du capital global. En termes de gouvernance, il est à noter que chacune des 4 structures aura une voix délibérative, c'est-à-dire 25% des voix dans la gouvernance de cette société-là. La majorité des décisions seront adoptées à la majorité qualifiée des 3/4 et quelques décisions seront prises à l'unanimité. On est bon? Ouais. Est-ce qu'il y a des questions sur ce montage? N'hésitez pas à ouvrir les micros, hein, il n'y a pas de souci s'il y a des questions. On continue. Emmanuel, je te passe la main. Bien, 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 allons-y. Donc, de quoi je vais vous parler? Du financement? C'est le but. Allons-y. Hop. Alors, cette centrale photovoltaïque, comment ça marche? Comment elle gagne de l'argent? Chacun des personnes qui vont participer à ce projet sont invités à investir dans Cowatt. Donc, c'est le premier flux financier qu'on voit tout à fait à gauche. Grâce à l'argent que chacun d'entre nous amène, plus celui qui est amené déjà par les acteurs qui sont déjà en place, Vendée Énergie, Mogénergie et Alter Énergie, on constitue notre fonds de départ pour acheter pour faire le chantier. Donc dans ces financements, il y a ceux qu'on amène nous-mêmes et il y a en complément une grosse partie qui est empruntée. Donc grâce à ça, on fait tous les travaux, on a à la fin une centrale photovoltaïque toute propre, toute belle, qui marche bien. Waouh, on a du soleil en plus. Grâce au soleil, forcément, elle produit notre centrale. Elle produit de l'énergie qui va être revendue à un distributeur. Alors, j'ai peut-être été un peu vite, là on est déjà rendu à la flèche numéro 4. Donc l'énergie est revendue à un distributeur qui peut être par exemple EDF pour le plus connu, mais c'est aussi Enercop, une structure dont on est beaucoup plus proche et qui sera dans notre cas précisément l'acquéreur de notre électricité. Donc évidemment, si on lui vend, c'est qu'elle nous l'achète, ça fait l'argent qui va revenir dans la société pour, d'une part, payer tout l'emprunt, le gros emprunt qu'il va falloir payer, et également rémunérer au fur et à mesure les actionnaires de la société d'exploitation qu'on appelle Smiley. Cette société elle-même, elle fait des bénéfices. Ces bénéfices et aussi les comptes courants d'associés qui sont rémunérés vont permettre de rétribuer ses actionnaires. Donc chaque actionnaire aura une quote-part des résultats de la société d'exploitation. Et donc il revient une part dans la poche de Cowatt, qui elle-même, chaque année en Assemblée Générale, décide de rémunérer ses propres actionnaires. Et hop, on a bouclé la boucle, vous êtes revenu flèche numéro 7, ça revient dans votre poche. Voilà, ça c'est le schéma global de financement des projets que vous allez retrouver, c'est pas spécifique à celui-là, hein, c'est éolien, photovoltaïque, tout ce qui vend de l'électricité, c'est toujours un peu sur ce modèle-là que ça marche. Donc l'investissement en question, ce que on apporte chacun dans la société d'exploitation pour financer ce fameux chantier, vous voyez que les sommes en fait apportées par tout le monde ne sont pas énormes. 24 000 € pour ce qui est d'Eclem, 72 000 € pour les autres. C'est donc à hauteur des parts respectives de chacun dans la société, qui nous fait un 240 000 € en tout d'investissement propre, et le complément, 3 188 000 € empruntés à la banque. Ça nous fait un 92 ou 13%, je ne sais plus exactement, d'emprunt, qui permettent de boucler le budget total. Et on en a pour 3 428 000 € de matériel installé sur le site.
Donc, les revenus viennent, comme je le disais tout à l'heure, du distributeur qui nous rachète l'électricité. Donc maintenant, c'est choisi. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait formalisé, mais en tout cas, on sait que ça va être Enercop qui va nous racheter l'électricité. Enercop qui est une coopérative citoyenne également qui fait de la distribution d'électricité et qui a donc la distribution d'électricité, c'est le même rôle que d'EDF, hein, voilà, et qui a une offre locale en expérimentation qui s'appelle l'offre d'électricité des Mauges. Pour les personnes intéressées, je vous invite aussi à aller y souscrire. Le tarif à laquelle on vend l'électricité est issu d'un appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie, elle fait un peu la planification à long terme des moyens de production au niveau national pour subvenir aux besoins qui sont projetés. Donc régulièrement, elle fait des appels d'offres sur du photovoltaïque, sur de l'éolien, et elle définit un tarif, notamment un tarif plafond, pour inviter après chacun à faire ses offres, et un peu les mieux-disants sont choisis pour être financés. Donc la CRE nous permet d'avoir un tarif défini sur 20 ans. C'est ça qui donne la visibilité et la possibilité d'emprunter 3,5 millions d'euros sans qu'il y ait des risques en fait. Parce qu'on sait à quel tarif va être acheté notre électricité pendant ces 20 années. On a également un bonus participatif qui est la part citoyenne de l'histoire, parce que nous, citoyens, entrons dedans, mais et surtout parce qu'avant déjà, c'était que des collectivités qui étaient propriétaires du projet. Et donc, ça nous donne un bonus un tarif bonifié de 3 euros. Alors, 64,2 euros le mégawattheure, ou ça fait aussi 64 centimes, pardon, oula, 64 centimes, 6 centimes, plutôt 42 le kilowattheure. Est-ce que ça vous fait est-ce que vous avez en référence combien vous-même vous l'achetez, votre électricité? On parle, pour ceux qui connaissent la réponse, n'hésitez pas à le mettre dans l'onglet converser. On va parler surtout de la partie variable, hein, pas la base fixe que vous payez sur votre facture, mais au moins le tarif du kilowattheure. Le savez-vous? Bon, Cédric se dévouera pour mettre quelque chose s'il voit que 18 centimes. C'est à peu près ça, oui. Alors, j'avoue que le cours du jour même, j'hésiterai à le donner parce que si vous avez bien suivi l'actualité de l'énergie, ça a flambé, et ça a flambé énorme. Pour vous dire, les prix qu'on voit là sous les yeux, qui sont du même ordre aussi chez par exemple pour les parcs éoliens, c'est un plafond. Et du coup, quand le tarif de l'énergie sur le marché est moins cher, l'État, en gros, nous rembourse la différence, nous complète notre tarif. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est l'inverse. Les prix du marché sont tellement hauts qu'on a des prix plafonnés pour les mécanismes de la CRE. Et c'est nous qui subventionnons quasiment l'État parce qu'on leur revend de l'énergie qui est moins chère que ce qu'ils auraient sur le marché aujourd'hui. Mais c'est un contexte très particulier en ce moment. Donc la différence en fait entre les 18 centimes que Sophie évoque et le prix à laquelle on vend, clairement, c'est toutes les taxes et les frais d'entretien du réseau, etc., qui vont s'y greffer. Si je Voilà. peux juste faire un parallèle, parce que là, on est passé par un appel d'offres parce que l'installation est une très grosse installation. Autrement, on passe par une obligation d'achat, chose que vous avez peut-être déjà entendue, qui est valable donc aujourd'hui on a jusqu'à 300 kilos, donc c'est quand même là on est presque 15 fois plus. Donc et du coup dans ces gammes-là, on a une obligation par EDF à racheter l'énergie produite de façon et avec un tarif fixé par l'État. Voilà.
passe sur les dépenses. Allons-y, qu'est-ce que c'est les dépenses? Il y en a? Ah oui, ah bah tiens. Donc environ 100 000 € de dépenses par an qui sont couverts par évidemment les rentrées d'argent que la centrale nous permet. Vous en faites pas, hein, la centrale elle est rentable, donc elle couvre les dépenses que vous voyez ici. Alors, la liste, vous pouvez regarder, bon, c'est un peu une liste à l'après-vert. Ça permet aussi de couvrir le remboursement de l'emprunt. Il n'y a pas de souci de ce côté-là et elle sera bénéficiaire, notre chère société. Alors, pourquoi et comment participer? Alors, si vous avez des questions sur cette partie, allez-y, dites-nous. Et sinon, je passe la main à Valérie, il me semble. Oui. Oui, tout à fait. Donc, pourquoi et comment y participer? Donc, Cédric, si tu peux passer la première diapo, s'il te plaît. Donc, tout d'abord, la première raison, c'est d'agir en faveur de la transition énergétique contre le réchauffement climatique. C'est que l'objectif majeur aujourd'hui, c'est vraiment la limitation la diminution des gaz à effet de serre. Et justement, les énergies renouvelables émettent très peu de gaz à effet de serre par rapport aux énergies fossiles notamment. Le deuxième point, c'est de participer aux objectifs du plan climat. Donc, le plan climat qui est un plan d'action défini par le gouvernement en 2017 et qui a entre autres pour objectif de doubler les énergies renouvelables en 2030. Donc là, on est complètement dans l'objectif. Et d'autant plus que le territoire a une volonté de passer en énergie positive d'ici 2050, c'est-à-dire de produire plus que ce que l'on consomme en énergie. Le troisième point, c'est de savoir à quoi sert l'épargne. C'est-à-dire que si on investit dans le projet, donc on insiste bien, c'est pas un don, c'est vraiment un placement avec une rémunération derrière. Et en investissant dans ce projet, on sait à quoi ça sert. On sait qui va en profiter, on sait pour quel projet ça va servir. Donc là, notamment pour le projet de Bourgneuf, donc ça sert dans un projet local, un projet qui est vert et un projet qui est citoyen. Donc voilà, c'est ce qui est marqué en dessous, pour faire un investissement responsable, local et non spéculatif. Un autre point, c'est aussi pour se réapproprier l'énergie de façon collective, démocratique et locale. On peut comparer ça avec notre façon de consommer la nourriture au niveau de l'alimentation. De plus en plus, on se pose la question de savoir à qui on va acheter notre colis de viande ou nos fruits et légumes. Donc, on s'occupe de plus en plus à consommer de façon locale, à se préoccuper sur la qualité nutritive de la nourriture, etc. Là, c'est un peu pareil au niveau de l'énergie. C'est de savoir quelle énergie on veut vraiment développer. Et le dernier point, c'est d'agir pour la planète, en fait, pour garder une planète la plus propre possible pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous, on ne verra pas forcément les effets, mais les futures générations le verront. Si tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Et là, du coup, je te passe la main, Emmanuel, pour les 2 prochaines diapos, et je reprends la main après, s'il te plaît. Il y a une partie aussi très intéressante dans le pourquoi faire ça. On vous invite à être actionnaire hein, d'une société, donc on vous invite à être acteur, à avoir la main sur la gouvernance. Ça, c'est très important parce que non seulement on vend de l'énergie, mais à quel prix et à qui? Et vous voyez les tarifs de l'énergie qui s'emballent aujourd'hui. Pour prendre une question un peu temporaire, mais dans 20 ans, à quel prix sera l'énergie? À quel prix est-ce que nous l'achèterons? Si on est aujourd'hui à la maîtrise du projet, et donc dans 20 ans encore à la maîtrise du projet, on pourra se permettre de ne pas vendre une énergie trop chère parce que derrière, c'est nous qui l'achetons aussi. Voilà. Parce que si vous faites confiance qu'au marché, regardez ce qui se passe dans 20 ans. Et dans 20 ans, qu'est-ce qui seront les besoins du territoire? Est-ce qu'on aura réussi à les couvrir avec des énergies renouvelables? Là, vous avez la consommation actuelle du territoire. Donc 2569 gigawattheures. Juste pour comparer, vous voyez, notre centrale Smiley, c'est 5 gigawattheures. Donc ça fait quoi? Ça fait 500 fois 500 centrales qu'il nous faudrait pour couvrir les besoins du territoire.
Voilà, c'est une petite goutte dans toute la problématique. Par contre, ça montre aussi que ce n'est pas inatteignable. Là, on est aujourd'hui à 13% de couverture des besoins énergétiques du territoire en énergie renouvelable qui sont importés sur le territoire. L'objectif déjà à 2030, c'est de passer à 40%. 40%, ça ne veut pas dire qu'on va multiplier par 3 les moyens de production qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas ça l'idée. Si on remonte en arrière dans notre présentation, on vous a parlé de la démarche Négawatt. La démarche Négawatt qui vise à faire une transition énergétique 100% renouvelable. Le premier pilier, c'est la sobriété. Sobriété, efficacité et enfin les renouvelables. Ça veut dire quoi? Que pour qu'on réussisse à avoir une consommation d'énergie soutenable sur notre planète, il va falloir penser aussi d'abord à diminuer nos consommations. Et clairement, dans le scénario négawatt, la diminution qui est visée, c'est divisé par 2. Voilà. Donc ça reste c'est le plus gros poste pour pouvoir faire une consommation d'énergie soutenable demain, c'est de ne pas gaspiller notre énergie. Voilà. Pour ces besoins du territoire. Donc, on a 2030, 40%, et l'objectif final, c'est d'être à énergie positive, clairement. Mais pour financer la transition, alors, il en faut des moyens, il en faut beaucoup de moyens. Ah bah oui, il en faut beaucoup de moyens. Il y en a 300 milliards d'euros qui sont nécessaires, je crois, c'est sur 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est les besoins estimés. Et ce qui est marrant, c'est de comparer ça à ce qu'on a déjà disponible. Nous, tout un chacun, dans notre livret A à la banque, par exemple. Si on additionne toute l'épargne des Français, c'est 5 000 milliards d'euros qui dorment quelque part, enfin qui dorment pas pour tout le monde. Les banques savent aussi très bien utiliser l'épargne que vous leur confiez. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de se poser dans quel genre de projet, de se poser la question, dans quel genre de projet est-ce que les banques investissent notre argent? Et là, ma conclusion, c'est qu'il vaut mieux que ça soit nous-mêmes en local sur des projets propres. Voilà, pour faire un raccourci simple. Et voilà pour cette diapositive bien croustillante. Valérie? Oui, donc pour investir dans le projet, comme on disait tout à l'heure, vous n'allez pas investir dans Eclem, mais vous allez vraiment investir dans Cowatt, qui est la structure juridique qui porte le projet. Donc, vous pouvez participer en prenant des parts de 100 €, donc une ou plusieurs parts de 100 €. Vous allez prendre des parts de 100 € pour investir dans Cowatt, pour investir dans le projet. Donc là, vous devenez investisseur, vous devenez associé, c'est-à-dire que vous pourrez prendre part aux décisions de la vie de la coopérative Cowatt, dans le sens où une personne égale une voix. Ce n'est pas en fonction du nombre de parts que vous allez prendre. C'est vraiment une personne, que ce soit 10 parts de 100 € ou une seule part. C'est une personne, une voix au niveau des prises de décision. Il n'y a pas de limite, en nombre de parts. Enfin, vous me complétez l'équipe si je dis des bêtises, mais pour moi, il n'y a pas de limite en nombre de parts. Non, il n'y a pas de limite. Sachez que si on explose le plafond, on a d'autres projets derrière que ça permettra de financer. Mais pour référence, la contribution moyenne, l'actionnaire moyen chez Cowatt, c'est 500 €. Donc là, quand vous prenez une part de 100 €, ça permet d'investir dans 4,8 panneaux photovoltaïques. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'apport, le fonds propre montait à 240 000 € pour 11 664 modules exactement. Donc, un module revient à peu près à 20 €, 20,57 €. Donc, en investissant dans 100 €, il y a 4,9 panneaux qui sont mis en place. Alors, ce n'est pas le prix d'un module, hein, qu'on soit d'accord. Il y a tout l'aspect, ça permet de faire un effet levier au niveau bancaire aussi. On ne paye pas les modules 20 €. Hein. Faut faire être tout à fait transparent. Mais par contre, votre financement de 20 € permet de faire le levier avec le prêt pour pouvoir avoir le prix complet au niveau du module. Donc, comment souscrire? Donc, vous pouvez aller directement sur le site de Cowatt, donc cowatt.fr. Ensuite, vous allez à droite là, sur la case de souscrire. Et ensuite, vous pourrez compléter vos coordonnées.
Non, vous retournez, excusez-moi, ouais, vous complétez sur souscrire encore. Là, vous complétez vos coordonnées, vous précisez le nombre de parts de 100 € que vous souhaitez investir. C'est important de bien indiquer que vous souhaitez soutenir le collectif ECLEM 49, parce que du coup, il y a tous les collectifs des Pays de la Loire qui vont vous être proposés. Et de préciser également le projet que vous souhaitez soutenir, c'est-à-dire là, en l'occurrence, c'est le projet Smiley Bourgneuf. Donc, par rapport à cette souscription, une fois que vous avez fait cette démarche au niveau du site Coat, il faut bien penser à faire le virement derrière, en sachant que des fois, ça met un peu de temps, mais voilà, ça se fait en 2 phases. Il y a la souscription sur le site de Coat et le virement bancaire vers le compte Coat. Donc aujourd'hui, donc au 15 décembre, donc c'est bien aujourd'hui, donc on est rendu à 68% de souscription, 68% par rapport à l'objectif. Voilà, donc on est à 16 900 € souscrits sur les 24 000 €, je crois, qui étaient prévus. Donc voilà, on vous invite à investir dans notre projet. Et comme tu disais, Emmanuel, tout à l'heure, dans tous les cas, même si on dépasse les montants espérés, ça servira toujours aux projets qui sont déjà en cours au niveau des clés. Un rapide calcul, là, il nous faut 15 actionnaires moyens et on a bouclé le financement. Et combien on est là? On est 18 participants. Formidable. C'est bon, ce sera bouclé ce soir. La dernière partie. Ouais. Et si vous rejoignez, pour nous rejoindre, donc il y a plusieurs façons. Donc c'est de se mobiliser, d'en parler autour de vous, d'en parler à vos voisins, en réunion de famille, ça tombe bien, ça va être les fêtes de fin d'année, ce sera le moment d'en parler à vos amis. Après, on peut organiser des mini-réunions donc en modèle réduit avec, si vous avez voilà, deux, trois voisins qui seraient intéressés sur le sujet ou quelques amis, enfin même en petit comité, c'est tout à fait possible de créer des réunions. Il suffit de prendre contact avec nous, on fixe une date et puis ça peut se faire. Donc, de ne pas hésiter à relayer l'information au niveau de vos réseaux sociaux, au niveau de tous vos contacts, vos réseaux, les associations que vous connaissez, etc. C'est important pour nous de relayer l'information. Et si vous souhaitez, bien sûr, vous pouvez nous rejoindre au niveau de l'association. Donc pour le développement des prochains projets qui sont en cours et pour les futurs projets, pour la communication, pour les animations comme celle de ce soir. Donc n'hésitez pas à nous en faire part dès ce soir ou à nous envoyer un mail à contact@eclem.fr et d'aller jeter un œil sur le site du collectif, de l'association www.eclem.fr. Donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous laisser votre nom, vos coordonnées et on vous enverra le lien pour souscrire financièrement à Coat. Ok, donc on va passer aux questions. Et, entre autres, je vois, j'ai vu la dernière question qui est arrivée, là, celle de Sophie. Est-ce que c'est ouvert à tous les Pays de la Loire ou juste au 49? Alors, il y a une volonté quand même de Moche Communauté d'essayer d'être le plus local possible dans les financeurs, ne serait-ce que parce que c'est le premier projet et qu'il y a une volonté aussi de promouvoir le territoire. Mais après, on est ouvert, il n'y a aucun souci. Et puis, Sophie, vous pouvez peut-être ouvrir votre micro. Vous êtes de où? Sophie, tu l'as vue en vidéo il y a 10 minutes. Ah, c'est cette Sophie-là. Et oui, bienvenue Sophie. Sophie qui a déjà participé en plus au financement de notre premier projet. Alors pourquoi pas le deuxième, voyons. J'ai des attaches pas très loin de chez vous. Eh bien, ça compte, ça compte. Voilà. À noter, oui, Moche Communauté nous a demandé d'avoir un ancrage local. Et donc, il faut savoir que dans ce qu'on a convenu aussi avec Coat et avec Moche Communauté, c'est qu'au niveau de la gouvernance et dans la société d'exploitation, les sièges pour représenter Coat seront occupés par des membres d'Eclem.
Alors, 23 centimes le kilowatt, c'est le tarif que Denis paye. Ah oui, ça flambe. Bonjour, c'est Jérôme Durand. Je peux poser une question? Allez-y. Bonjour, Bonjour Emmanuel, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous parler du financier, c'est-à-dire que les 100 € sont placés, c'est une action. Est-ce qu'il y a des dividendes? Est-ce qu'il y a aussi de l'argent qui est placé en compte courant? Comment ça se passe? Et est-ce que c'est un investissement dans la société Cowatt ou dans une autre société? Alors, c'est un investissement. Ouais. Pardon, oui, tu avais fini ou... Oui, j'ai fini. Oui. Merci. C'est un investissement dans la société Cowatt. Donc, clairement, c'est Cowatt, une SAS à fonctionnement coopératif dans laquelle chacun est invité à investir. Donc, quand vous devenez actionnaire de Cowatt, vous devenez aussi coactionnaire de toutes les centrales déjà faites par Cowatt et les prochaines. À ce jour, il y a deux manières de rémunérer les actionnaires. C'est des dividendes et des primes d'émission. Des mécanismes que l'on n'a pas encore eu l'occasion de mettre en place, tout simplement parce que Cowatt, c'est tout jeune quand même, et on vient juste de faire nos premiers exercices bénéficiaires. Donc là, vous arrivez un peu au bon moment. Ceux qui sont passés avant vous, ils ont absorbé tout le démarrage, et vous arrivez au moment où on va pouvoir commencer chaque année à distribuer des dividendes. C'est les débuts du bénéfice de la mutualisation. Voilà. En parallèle de ça, il y a un groupe de travail qui réfléchit sur la manière d'améliorer surtout la visibilité sur les rétributions. Donc, utiliser d'autres moyens qui donneraient une visibilité chaque année sur les rémunérations. Les dividendes, c'est chaque année en Assemblée générale, on décide d'en distribuer. Si on pouvait proposer un tarif fixe chaque année, ça donnerait une bien meilleure visibilité, une certaine attractivité que l'on trouve qui manque nous aussi dans Cowatt. Ça passerait sans doute par des comptes courants d'associés. On envisage des titres participatifs, des mécanismes dont on pourra vous en dire plus dans les mois à venir, certainement. Et ce groupe de travail, il y a des personnes devant la caméra qui en font partie. Peut-être juste pour compléter, parce que je crois que je ne l'ai pas précisé, Cowatt a été créé en 2017. Donc, c'est vrai que le temps de lancer les projets, il y a un delta entre le moment de l'idée et la rentrée d'argent liée à la revente de l'électricité. C'est pour ça, voilà, aujourd'hui, on est en 2021 et c'est aujourd'hui où il faut qu'on définisse clairement la manière de rémunérer les actionnaires. Mais l'objectif de rémunérer les actionnaires est là depuis le début. Est-ce qu'il y a des administrateurs de Cowatt dans le groupe du groupe Eclem? Ici, oui. Il y a alors moi-même qui suis donc dans le comité de pilotage de Cowatt et également co-directeur de la structure, avec Sophie notamment, qui est là avec nous ce soir. Cédric est régulièrement invité au comité de pilotage, il est en invité régulier, donc pas avec un droit de vote, mais concrètement quand on fait des réunions de comité de pilotage, c'est généralement des décisions consensuelles qu'on prend. Et d'ailleurs, tout le monde est bienvenu pour venir nous rejoindre. Le comité de pilotage est ouvert à la participation de tous ceux qui le souhaitent. Est-ce que les investissements de Cowatt sont toujours des parties, des partiels, un pourcentage, une petite partie d'une centrale ou il y a des centrales qui sont à 100% Cowatt? La plupart des centrales sont à 100% Cowatt. Et c'est des centrales sur toiture. Et grosso modo, il faut compter 2 ans pour sortir une centrale en toiture. Depuis l'émergence, la structuration du groupe, du collectif qui va s'en occuper, etc., jusqu'à le moment où réellement, après avoir attendu Enedis pendant un bout de temps, on met enfin en service la centrale. Donc voilà. 100%, mais toujours avec de la banque, avec du bancaire, on est d'accord. Oui, on est d'accord, mais la banque, elle n'est pas propriétaire, elle prête de l'argent. Mais pas comme là où c'est... Voilà. Là, on est dans un... Là, il y a quand même un partage avec Mauge Communauté et avec Alterne Énergie qui est majeur.
Tout à fait. On n'a que 2 projets réellement comme celui-là. Il y a donc ce projet-là et un projet sur le toit du mine du marché d'intérêt national de Nantes, Ouais. où là, on a une centrale en autoconsommation dont on est propriétaire à 65%. 65. Ça, c'est les 2 gros projets qui ont été faits sous ce format-là, en prise de participation. Le reste, c'était la mission de Cowatt à l'origine, c'était développer le solaire en toiture, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'emprise qu'on peut avoir sur les terres agricoles. Si on veut aller trop faire de solaire au sol, c'est le danger qui peut arriver. Bah, vos toitures, elles sont pas du tout, on ne va pas faire pousser du blé dessus, hein, ni des tomates, ni rien du tout. C'est un très bon endroit pour pouvoir faire du solaire. Bon, après, il y a d'autres contraintes, en revanche, en termes de superficie, en termes de dimension des charpentes, etc., qu'il faut prendre en compte. Je crois qu'il faut expliquer aussi que, comme je le disais tout à l'heure, on est arrivé tard dans le projet. Donc, c'est Alter Energy et Moge Energy qui nous lâchent chacun 5% pour former ces 10%. Et du coup, on trouve une place. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est déjà s'asseoir autour de la table pour être sur les prochains projets plus en amont et puis pouvoir discuter et prendre une vraie place sur les prochains projets. C'est le premier projet qu'on faisait avec les collectivités. Donc, puis eux en avaient certainement fait quand même un peu avant aussi, entre autres sur de l'éolien. Mais là, on apprend à se connaître, on va dire. Et qui est-ce qui… ma question, si tu veux, il y a du positif et du négatif à être un acteur mineur. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une démarche de création, d'investissement avec beaucoup d'énergie, mais c'est sur des projets à très long terme. Donc, quand nous serons propriétaires de projets à 100% ou à plus de 50%, en général, il y aura la gouvernance. Et la gouvernance, ça se maintient pendant plus de 10 ans et ça demande aussi d'autres ressources. Oui, mais là, la gouvernance, elle est assurée. Elle est assurée à 25%, elle est sur une tête égale une voix. C'est-à-dire que Alter a une voix, Moge Energy a une voix, Vendée Énergie a une voix et nous avons une voix. Et certaines décisions sont prises à l'unanimité, mais pas toutes. Donc voilà, ça permet en effet de faire valoir quand même une voix, même si on a 10%, on a 25% en gros de gouvernance. Et je trouve ça équitable. Oui, non, c'est équitable, ouais. Mais il faudra s'en occuper, quoi. Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes bénévole? Oui. Tout à fait. En face, ils ne sont pas bénévoles, les gens qui sont chez Alter Energy et Moge Communauté. C'est pour ça qu'il y a Cowatt, qui aujourd'hui n'a pas encore d'employés, mais c'est quand même le but premier là actuellement d'essayer de réfléchir à avoir un poste au sein de Cowatt et puis de fixer justement, il faut lever grâce au bénévolat, hélas, les premiers élans d'énergie pour qu'un jour on puisse voir des choses un peu plus structurées qui commencent à arriver. Cowatt est déjà très structuré, ne serait-ce que par ses groupes de travail. Après, il y a la raison d'être de Cowatt ici dans ce projet, c'est qu'effectivement, sur une part minoritaire comme celle-là, il n'y avait pas un intérêt énorme à créer une structure. On s'était posé la question, même dans les premiers termes, on s'est posé la question, c'était pourquoi créer une structure? On va manger plus d'argent qu'on va en gagner. Il s'avère que non. Au final, le projet aurait pu permettre de créer une structure juste pour ce projet-là, sauf que on aurait mangé la moitié de la valeur ajoutée juste dans la structure. C'est là que Cowatt trouve tout son sens. C'est quand on permet la mutualisation nous permet un gain. Voilà. On n'a pas de structure juridique supplémentaire à créer. On a tous les frais qui sont répartis et mutualisés. Et là, Cowatt a du sens. C'est pour ça que dans Cowatt, on va trouver surtout beaucoup de projets de toiture qui sont dans des proportions bien moindres que celles-là, qui vont être du genre de celle d'Alise. Alise, c'est 60 fois moins que le parc global qu'on est en train d'étudier ce soir. S'il y avait vraiment des gros projets, même au niveau des claims,
probablement qu'on ne passerait même pas par Cowatt, parce que là, du coup, une structure à part entière se justifie. Jérôme, tu vois très bien, sur les projets éoliens, on ne va pas s'embêter à prendre une société mutualisée, quoi. Voilà. Donc là, dans Cowatt, après, une fois que tu es engagé, il faut la faire vivre, hein, ta structure, et puis dans 10 ans, tu ne sais pas qui va la faire vivre. Il y a une petite question qui se pose, c'est l'âge des gens qui investissent aujourd'hui. Bon, on ne voit pas beaucoup de vidéos, mais on devine quand même que vous êtes assez jeune. Je connais d'autres sociétés où c'est beaucoup plus vieux et qu'ils ont peut-être investi encore plus longtemps que dans le photovoltaïque. Et je pense que dans 15 ans, ils auront des soucis pour faire vivre les sociétés. Ah ben, il y a un enjeu à se renouveler tout le temps, ça c'est sûr et certain. Et Donc ça peut être sympa ça peut être le côté sympa, c'est d'avoir que le pourcentage minimum, et puis comme ça, on est acteur et on n'est pas obligé de s'engager dans la vie des sociétés. Alors, le but de Cowatt n'est pas de rester minoritaire, de prendre que des participations minoritaires, clairement. Non, on est vraiment là pour agir pour la transition et donc la prendre en main. Aujourd'hui, il y a 13 centrales en activité. Il n'y en a qu'une seule qui est alors, il y en a une seule qui est en prise de participation et encore, on est majoritaire dedans, et tout le reste est en propre. Donc, on continuera à faire des centrales en propre. Dans le groupe là, de Bourgneuf, si Mauges Communauté ou Alter Énergie décident de vendre leur participation, parce qu'ils ont besoin de récupérer du financier, par exemple, est-ce que vous avez des accords pour être prioritaire sur l'achat? C'est soumis à validation de tous les partenaires. Ça fait partie du consensus complet. Okay. Donc, si on souhaite qu'il ne se retire pas, après, généralement, quand un acteur veut se retirer, c'est qu'il y a des raisons. Il vaut mieux l'accompagner pour qu'il sorte. Et voilà. Si on voulait être bloquant là-dessus, oui. Si ça met en danger le projet, justement, les statuts sont prévus pour ça, pour bien sûr verrouiller, éviter les sorties brusques de partenaires. Donc, tout est encadré, on a un pacte d'actionnaires. Et donc, oui, la conclusion, c'est qu'on ne peut pas empêcher un actionnaire de toute façon de s'en aller, ça c'est son droit. Donc, ça veut dire que si on bloque, on est obligé de racheter ses actions. Voilà, ouais. Mais après, il pourrait y avoir des mécanismes prévus pour que ça soit en priorité sur les citoyens. Pour pas qu'Alter rachète à Mauges Communauté, mais que ce soit plutôt les citoyens qui rachètent. Alors, le pacte d'associés, je l'ai sur mon ordinateur et j'avoue que je ne l'ai pas encore lu dans le détail. Donc, moi, je l'ai lu, clairement, puisque je l'ai lu pour Eclem, quand même. Et du coup, il ne stipule pas ce genre de choses. Il stipule simplement qu'à la vente, il faudra se mettre d'accord justement par le biais d'un vote pour pouvoir savoir qu'est-ce qui va se passer de ces parts. Donc, après, c'est de la négociation entre les partenaires. Hein, et puis, tout est prévu pour les cas difficiles. Et honnêtement, ça se passe vraiment très bien pour le moment, en tout cas. Moi, vu que je suis le référent pour Eclem sur ce projet, j'ai déjà assisté à quelques réunions avec Mauges Énergie, Alter et Vendée Énergie. Donc, sans avoir encore pris de part, entre autres pour toutes les décisions sur Enercop. Alors, bien sûr, je n'ai pas voté, puisque je n'avais pas de droit de vote, mais les décisions, il y a eu un consensus là-dessus sur prendre Enercop, et puis comment est-ce qu'on fait après, et toute la démarche qui a suivi derrière. Je me permets de préciser un point. Donc, sur la participation des citoyens à long terme, donc dans des structures comme celle-ci, les travaux que mène la région donc sur le SRADET, le schéma régional de développement durable, c'est de dire en 2050, il faut que la région soit à énergie positive et en même temps qu'il y ait 50% des projets qui soient des projets citoyens.
Et la région fait tout aussi, enfin apporte une large participation aussi donc, au développement de ce mouvement, puisqu'elle finance le réseau RECI, donc le réseau des énergies citoyennes sur les Pays de Loire. Pays de Loire, c'est le même périmètre que COWAT, donc en finançant finalement l'activité de 4 animateurs pour que ces communautés émergent. Donc, il y a effectivement plusieurs filières qui sont couvertes par le réseau RECI, mais la filière solaire, c'est principalement COWAT qui porte la filière pour les Pays de la Loire, et en même temps donc pour finalement l'action de l'ADEME par les citoyens. Donc je pense qu'on est vraiment à l'aube du développement de ce genre de situation, et effectivement il faudra peut-être trouver par quel schéma dans les années qui vont venir finalement s'installe cette participation à la gouvernance des grands projets. Jean-Claude est aussi membre du comité de pilotage de COWAT. Et oui, c'est ce que j'allais dire. Tu peux peut-être te présenter en 2 mots, Jean-Claude, pour que tout le monde comprenne bien pourquoi tu dis ça. Oui, alors je suis effectivement membre du comité de pilotage de COWAT, mais je suis aussi acteur d'un projet éolien à Nantes qui s'appelle Nantéol. Et à ce titre, je représente Nantéol au niveau du réseau RECI. Et j'ai aussi été élu coprésident de RECI. C'est pour ça que je me permets d'intervenir sur ce sujet. Ok, merci. Avec pour les 16 000 euros qui sont déjà, 16 500 je crois, qui sont déjà du côté des CLEM, ça représente combien d'actionnaires? Et quels sont les montants? Le montant le plus bas, je suppose que c'est 100 euros, et le montant le plus élevé, c'est combien? Alors ça, on peut... 2 000 euros, le montant le plus élevé. On a personne à 100 euros cette fois-ci, mais je crois à 200, on en a. Et on a 27 personnes, il me semble, au dernier des comptes. Et en point de repère, pour le projet d'Alise, où on cherchait 30 000 euros, on avait 50 personnes qui avaient participé. Ok, merci. Super. Maintenant, Jérôme, si tu veux mettre autant que sur le parc de l'Hirôme, tu peux. Hein. Oui. Il y avait une question sur le chat qui était indiquée. Donc, vu l'augmentation du coût de l'électricité, quid des difficultés actuelles de rachat par Enercop? Alors ça, Enercop n'est pas tout à fait là pour nous répondre ce soir. Je dis pas tout à fait parce qu'on est quand même quelques-uns à être un peu impliqués dans ces activités. Le gros souci justement d'Enercop, et c'est ce sur quoi la coopérative travaille sur le long terme, c'est de décorréler ces coûts d'approvisionnement du marché. En fait, là, ce qui fait vraiment que les prix flambent aujourd'hui, c'est pas la production. Quand on a une centrale photovoltaïque qui arrive à être rentable avec un 60 euros le mégawattheure, c'est que son coût de production il est inférieur. Donc, quand le coût de l'énergie dépasse aujourd'hui, j'ai entendu parler de 200 euros le mégawattheure, jusqu'à 200 euros en ce moment, c'est pas lié au coût de production. C'est lié à des autres facteurs sur le marché. Et donc, c'est plutôt le jeu de l'offre de la demande. Et aujourd'hui, je crois que c'est la crise du gaz qui a eu un gros impact sur le marché global de l'énergie. Donc, le jeu d'Enercop, sur lequel il travaille déjà en ce moment, c'est de sortir de ces mécanismes de la commission de régulation de l'énergie, où c'est l'État qui fait des appels d'offres pour passer des contrats de gré à gré directement de la coopérative avec ses producteurs. Et donc là, le but est de définir entre nous un tarif sur lequel on va pouvoir, le producteur va pouvoir être rémunéré correctement, qui va assurer de la visibilité sur un long terme à Enercop sans être adossé au prix fluctuant du marché. Ce modèle-là, c'est aussi un modèle sur lequel je vais peut-être parler un petit peu trop vite parce que je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment eu le débat au sein des CLEM, mais sur lequel on se retrouve en tout cas.
Ça veut dire concrètement aussi, on produit un certain coût, on se rémunère correctement, mais on ne va pas chercher à spéculer, donc on ne va pas chercher à vendre 200 € le mégawattheure quand il nous a coûté que 60. C'est ça, dans la perspective, dans la philosophie. C'est ça, puisque faut bien comprendre qu'au niveau de l'achat d'une centrale photovoltaïque, c'est là qu'on achète l'énergie pour les 20 ans quasiment. Et qu'après, derrière, il y a bien sûr un petit peu de maintenance. Donc, bien sûr, sur une installation comme Bourgneuf, ça représente 100 000 € parce qu'il y a de la surveillance en plus du site, l'entretien du site avec un éco-pâturage, enfin, ce genre de choses. Donc, il y a quand même des choses à mettre en place. Lorsqu'on est sur toiture, c'est vraiment hyper light. Donc, vraiment, on achète l'énergie au début, mais du coup, dans 20 ans, elle sera amortie. Mais le prix de l'énergie, on peut se poser la question de se dire à quel prix va être le cours de l'énergie. Donc, est-ce qu'on peut continuer à revendre comme là à 6 centimes ou se dire, tiens, je vais continuer à revendre au cours de l'énergie et si le cours de l'énergie il est à 12, tant mieux, je fais 1 fois 2 sur mes bénéfices d'habitude. Et c'est ça la spéculation finalement, c'est de jouer avec les cours de marché, alors que nous, notre marge de fonctionnement pour faire tourner cette centrale et puis le fait de produire cette énergie n'est pas impacté de quoi que ce soit, quoi. J'ai peut-être l'esprit un peu contradicteur, mais si tu ne prends pas la marge que tu refuses de prendre pour dire que tu veux protéger le marché ou ne pas spéculer, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui va spéculer à ta place derrière et tu ne sais pas ce qu'il va faire avec l'argent. Ça veut dire que l'énergie, en tout cas, que l'on revendra, nous permettra ici dans les Mauges d'asseoir une partie de l'énergie moins chère. Et à qui vous préférez racheter quand vous serez à un prix qui sera 2 à 3 fois plus cher qu'aujourd'hui. On voyait du 24 centimes. On est autour entre les 15 et 18 centimes sur du tarif régulé. Donc, ça veut dire du 30 centimes. Moi, je vais vous dire honnêtement, je suis chauffé électriquement. Par an, je suis à 1 200 €. Est-ce que je suis prêt à dépenser 2 400 € d'électricité? Et il y a un autre effet après ce que tu dis, Jérôme, c'est qu'une fois que tu as un acteur qui justement ou des acteurs qui vont prendre de la force au fil du temps, qui vont avoir un prix qui est réellement lié à un fait économique réel, qui du coup va se retrouver à vendre de l'énergie moins chère que ceux qui veulent spéculer sur le marché, vers qui les clients vont se tourner? Vers les centrales gaz? On a un rôle positif aussi à jouer de ce côté-là, et c'est peut-être nous qui construirons aussi l'avenir énergétique qui met dans le jeu dans 20-30 ans. Et si on se bat aujourd'hui, c'est bien pour ça aussi, enfin, personnellement. Ouais, non, mais vous avez raison, mais tout peut se défendre, hein. L'argent que tu ne prends pas, tu ne le réinvestis pas non plus dans d'autres centrales, hein. On pourrait en discuter longtemps. Et moi, ce que j'adorerais, c'est qu'on puisse consommer l'électricité quand il y a, par exemple, à la maison, le chauffage, qui soit électrique, oui. Aujourd'hui, ce n'est pas mon cas, mais qu'il soit électrique, oui. Et que je puisse le mettre en route quand les éoliennes tournent ou quand il y a du soleil sur les photos à Bourgneuf, quoi. Alors, je vous invite à regarder et à suivre le projet sur Redon qui s'appelle le projet ELF. Sur Redon, ils ont des collectifs citoyens qui ont investi dans de l'éolien. Ils ont 2 parcs en activité plus 1 en construction et ils ont également une centrale solaire en activité et 3 autres en construction. Et la réflexion qu'ils ont aujourd'hui, c'est de se dire, même virtuellement pour le moment, comment est-ce qu'on peut synchroniser nos consommations avec les productions du territoire. Je vous invite à regarder, c'est ELF, alors pas comme le pétrolier, mais avec un E à la fin, donc E-L-F-E. Comme les petits lutins gentils avec des oreilles pointues. C'est ça. Non, mais à mes yeux, il n'y a que ça qui compte, hein. Synchroniser, comme tu as dit, la conso et la production. Alors, c'est ce qu'on appelle les smart grids.
Et aujourd'hui, oui, dans 20 ans, je vous garantis qu'on le fera. Aujourd'hui, on commence à avoir des premiers réseaux qui se mettent en place. Et là, celui dont je vous parle, c'est un réseau en plus où toutes les données seront libres et open source, donc réutilisables en coopération avec des universités. Donc, vraiment, un projet du territoire avec des citoyens à l'intérieur, des entreprises locales. Enfin, c'est vraiment tout ce qu'on porte. Après, les prémices de ce système sont très anciens, hein. N'oubliez pas que les tarifs heure pleine, heure creuse que vous avez pu connaître ou que vous connaissez encore, c'était déjà un objectif de piloter la consommation, hein, pour qu'elle soit au bon moment quand les centrales nucléaires étaient encore en train de tourner, mais qu'il n'y avait plus personne en face pour consommer. C'était le bon moment pour mettre votre machine à laver et réveiller votre voisin. On parlait du développement massif de l'éclairage public aussi la nuit. Et du chauffage électrique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a répondu déjà aussi à la question? Est-ce qu'il y a d'autres questions autrement? J'ai une proposition, sinon, en tout cas, pour chacun d'entre vous. Si vous voulez suivre nos actualités, on a une newsletter. Donc, on fait, je ne sais pas, en moyenne, peut-être une communication par mois, c'est peut-être déjà beaucoup. Sauf en ce moment, on a un gros sujet. Donc, n'hésitez pas à nous laisser votre adresse email là, dans le chat. Vous l'envoyez qu'à un des membres là, qui parle tout le temps pour la garder confidentielle. Et on vous ajoute à la lettre. Voilà, pour recevoir les dernières nouvelles du collectif. Sans ça, on ne pourra même pas vous dire que la centrale de Bourgneuf, ça y est, elle marche et on est dedans. Donc, il faut nous laisser vos coordonnées. Et puis, également, si vous voulez participer aux réunions du collectif, quoi, si vous voulez être un peu investi dedans, on a une liste d'échanges. Donc, dites-nous et on vous y joindra avec plaisir. Et également pour recevoir la vidéo, puisqu'on la mettra donc sur Facebook, on la mettra sur le site également, je pense. Donc vous pourrez la récupérer comme ça, hein, mais on l'enverra aussi sur cette liste-là. Donc n'hésitez pas. Alors soit oui à le mettre dans le chat, soit tout simplement en allant sur eclem.fr, vous avez un tout petit formulaire, vous avez juste à saisir votre nom, prénom et adresse mail et à cliquer. Et comme ça, en plus, celui qui parle tout le temps, il n'aura pas besoin de le faire. Eh bien, on va être bon. Simplement pas préciser, on aurait pu préciser qu'en ces temps de fête, on peut aussi investir pour des proches. Oui. C'est tout à fait possible d'investir pour des enfants ou des petits-enfants, ce qui permettra de pérenniser un peu le projet. Oui. Si vous voulez nous retrouver en physique également, donc on sera sur le marché de Beauce ce week-end également. Si vous voulez nous voir et nous poser davantage de questions, il n'y a pas de souci. C'est le marché de Noël. Et pensez-y, hein, avec une petite enveloppe, vous avez presque 5 panneaux à mettre sous le sapin quand même. Hein. C'est pas mal comme cadeau. J'ai envoyé un mail, Emmanuel. OK. Eh ben, merci en tout cas d'être venu au webinaire. On se tient au courant pour la suite. N'hésitez pas, encore une fois, à envoyer un mail si vous voulez qu'on vous rappelle aussi. On vous enverra nos numéros de téléphone pour donner un coup de main. Il n'y a aucun problème. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. Et à très vite. Merci à tout le monde. Merci, bonne soirée à tous. Merci. Oui, bonne soirée. Merci, au revoir. Oui, bonne soirée et sympa l'organisation.